Oui, bonjour à tous. Je remercie beaucoup l'ASP fondatrice de m'avoir invité à venir vous parler de ces problèmes tellement importants et tellement peu souvent abordés. Je voudrais vous dire d'abord que je vous prie de m'en excuser. Je suis médecin, ce qui est un gros défaut, mais je vais essayer de vous parler autrement que comme un médecin et faire appel à mon expérience tant en ville qu'en milieu hospitalier. Donc, lorsque j'ai commencé mes études en médecine, les progrès de la médecine scientifique étaient tels que la personne en fin de vie était un objet de soin, une maladie dans un lit. Rappelons que 70% des personnes mouraient et meurent toujours à l'hôpital. Et le seul projet de vie était prolonger la vie coûte que coûte. Et puis l'arrivée des soins palliatifs a transformé ce paradigme, a fait lever une immense vague d'espoir. Vous vous souvenez des paroles de Thérèse Vanier, les soins palliatifs, tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. On allait guérir ou soulager la douleur, soulager les autres symptômes, prendre le malade en charge dans sa globalité. Le bénévolat d'accompagnement apparaissait. Et comme le disait Blandine Besse, quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, on allait soigner une personne et non pas une maladie, et on allait rendre la personne en fin de vie acteur et décideur de sa propre fin de vie. Voilà 30 ans que le mouvement des soins palliatifs a démarré. Qu'est-ce qui est devenu cet espoir des soins palliatifs ? Alors il est clair que les traitements de la douleur et des autres symptômes ont fait beaucoup de progrès. Et rappelons qu'on peut parler de plaisir, on peut parler de sexualité, on peut parler de toutes ces choses-là en fin de vie, que lorsque la douleur et les autres symptômes sont maîtrisés. Il est bien entendu qu'un sujet douloureux ne peut pas... voilà, c'est la douleur qui remplit toute sa conscience. Et donc c'est par les progrès de la prise en charge de la douleur et des autres symptômes qu'on peut avoir ces sujets de discussion aujourd'hui. Les différentes lois sont intervenues, redonnant la parole au malade, lui donnant la liberté, mais les lois, elles donnent la liberté au malade de dire non au monde soignant, c'est-à-dire refuser des soins, refuser des examens complémentaires, refuser l'acharnement thérapeutique. Alors, est-ce que la situation a vraiment changé pour les malades? Est-ce que le malade d'aujourd'hui est vraiment venu décideur de sa propre fin de vie? Le problème n'est sans doute pas très très simple, parce que les obstacles sont multiples à cette liberté du malade. Madame Billon a tout à fait bien abordé beaucoup de ces problèmes, mais je vais les reprendre quand même. Voilà, la diapo suivante si vous voulez. La liberté de la personne, elle est limitée par la maladie elle-même, bien sûr. Rappelons que la maladie peut donner des atteintes de l'image corporelle, des altérations physiques et psychiques, de la fatigue, des douleurs, des symptômes mal maîtrisés, les effets secondaires des traitements, une communication difficile. Bref, le malade est en situation difficile qui ne lui permet pas toujours de jouir de sa liberté. Non, vous laissez la même diapo. Mais il faut savoir aussi que le malade lui-même peut altérer sa liberté. Je vous donnerai mon texte. Vous trouverez les références d'un article que je vous conseille de lire sur la sexualité des personnes en fin de vie, qui est paru dans la revue Sexologie en 2010. C'est une étude qui utilise les stades de Kubler-Ross, que vous connaissez sans doute tous, mais qui les adapte au problème de la liberté de la sexualité. Et ces auteurs évoquent le refus qui isole la personne, qui évite toute relation, ou pire, qui inhibe toute relation. J'ai connu un couple où dès que l'une des personnes a su qu'elle était atteinte du cancer, elle a mis un traversin dans le lit entre son conjoint et elle pour ne pas que le conjoint puisse attraper ce cancer dont elle imaginait qu'il était contagieux. L'irritation aussi, qui met en colère. Si je suis malade, c'est bien la faute de quelqu'un. C'est souvent la faute des soignants, mais c'est aussi la faute de mon conjoint, c'est la faute de mon stress au boulot, c'est la faute à tout un tas de choses.
Le marchandage, qui est responsable aussi d'une autocensure. La personne fuit le plaisir. Vous savez, le grand fumeur, à qui on dit depuis 25 ans qu'il faut arrêter de fumer, et qui va développer un cancer du poumon, il dit maintenant j'arrête de fumer et ça va aider mon cancer à guérir. Dans ce marchandage, comment penser à se donner du plaisir alors qu'il faut mériter la guérison? La dépression, souvent l'abattement, qui entraîne l'impossibilité du plaisir, qui inhibe toute liberté. Et puis la culpabilité, on va en parler aussi avec les familles, mais la culpabilité. J'ai connu une femme atteinte d'un cancer du col de l'utérus et qui avait un amant dont elle n'avait jamais parlé. Elle était bien entendu persuadée que c'était une punition du ciel qui lui arrivait pour lui reprocher son infidélité. Je viens de province très catholique de l'ouest de la France. Il est clair que l'influence judéo-chrétienne fait que penser à faire des galipettes alors qu'on va mourir, c'est pas la meilleure manière d'arriver au paradis. Puisque vous savez bien qu'on est sur la terre pour souffrir et que c'est comme ça qu'on va mériter le ciel. Pardon de cette influence chrétienne un peu importante, c'est mon nom. Alors, à côté de le malade qui s'inhibe, il y a aussi l'influence des familles. Madame Billon l'a bien dit, pour l'entourage. Les familles et les entourages changent complètement de comportement quand ils apprennent une grave maladie. Quand on va voir la personne malade, on n'ose plus rigoler, on n'ose plus parler des choses de la vie. Souvent, quand on rentre des chambres de malades, on voit la famille qui est assise sur des chaises dans le coin de la chambre, le plus loin possible du lit. Et quand les gens viennent rendre visite, souvent, ils n'osent pas. Une femme me disait, mais mon mari me tend la main, mais est-ce que je peux lui tendre la main? C'est-à-dire, après 40 ans de vie commune, on hésite à prendre la main de quelqu'un en fin de vie parce que on ne sait pas si on peut le faire. Et puis, la famille, elle est souvent dans un désir de réparation. Vous savez, c'est-à-dire que il faut absolument... Je ne me suis pas beaucoup occupé de mon conjoint pendant toutes ces années, mais maintenant qu'il va pas bien, je suis dans le désir de réparation. Il faut que je m'en suroccupe parce que je veux compenser ce que je n'ai pas apporté. Et on a vraiment affaire à des familles qui sont dans le bien du malade. Mais c'est elles qui savent ce qui est le bien du malade. Et elles ne demandent pas trop au malade ce que est le bien pour lui. Vous avez tous connu dans des maisons de retraite des familles qui surnourrissent les personnes en fin de vie. Il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient présents. Et la personne, on ne lui demande pas vraiment de quoi il a envie, on veut lui faire du bien. Et puis, les proches aussi qui vont être dans une attitude un petit peu moralisatrice. Tu me parles de plaisir. Une femme qui disait à son mari, mais tu as toujours envie de faire l'amour, mais tu as vu comment tu es, ça ne se fait pas. C'est pas quelque chose qu'on peut envisager. Et puis, bien entendu, on est maintenant, avec tout ce qu'on entend sur les soins palliatifs, dans une conception un petit peu idéalisée dans la fin de vie. Tu es là, il faut que tu prépares ta mort, il faut que tu me parles régulièrement de ce que tu veux. Il faut que tu sois bien propre quand les gens vont venir te voir. Faut pas que les draps soient froissés. Faut que tu sois bien habillé. Ça ne se fait pas. Que va-t-on dire si on nous voyait nous embrasser? La pression sociale aussi est vraiment très très importante. Vous le savez bien. Nous vivons une médecine statistique et non pas une médecine individuelle. Si vous apprenez à vos amis que vous avez un cancer du poumon, tout le monde va vous dire « mais t'as fumé ». Si vous avez eu des problèmes coronariens, on vous dit « et ton taux de cholestérol, c'était quoi ?» Alors que nous tous médecins, on sait bien qu'il y a plein de gens qui fument comme des pompiers qui n'auront jamais de cancer, et des gens qui font des cancers alors qu'ils n'ont jamais fumé, et qu'il y a des gens qui meurent avec des taux de cholestérol tout à fait normal, alors que d'autres qui ont un cholestérol catastrophique courent comme des lapins. Donc le problème n'est pas si simple. Alors, comment envisager cette question indigne et saugrenue de ce qu'on voudrait faire de sa vie?
de savoir si on peut faire l'amour. Hein. Est-ce que vous vivrez plus longtemps, comme dit l'histoire drôle, si vous mangez sainement, si vous vous couchez de bonne heure, si vous faites pas de galipettes, si vous faites ça? Et la personne répond, je vivrai pas plus longtemps, mais ça me paraîtra beaucoup plus long. Hein. Enfin, notre société, qu'est-ce qu'elle en fait de cette idée de mort et de vie? Déjà, on ne parle pas beaucoup de mort, mais associer la mort à l'amour, à la sexualité, ce sont des choses qui ne sont pas dans l'air du temps. Et puis enfin, je voudrais revenir à ce que vous avez dit, madame, c'est l'irruption des soignants dans la fin de vie, ce qui est quand même une catastrophe pour la liberté des personnes. Là, je vous parle comme quelqu'un qui a beaucoup travaillé à domicile. Si vous saviez... Quand l'HAD arrive à domicile, il faut bien sûr un lit médicalisé, c'est une évidence. Mais comment faire admettre à un couple qui dort depuis 40 ans dans le même lit qu'il va y avoir un lit médicalisé et qu'on va être obligé de déménager la chambre? Si vous saviez pour le nombre de personnes d'un certain âge qui font des crises de jalousie parce que des petites soignantes pimpantes ou des petits soignants pimpants vont venir s'occuper du conjoint et faire la toilette intime. Comme pour énormément de gens, ces histoires de toilette, d'intimité, sont vraiment des histoires très 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 difficiles. Alors les soignants sont dans leur volonté de bien faire, dans leur volonté d'assurer des soins de qualité, mais il faut vraiment négocier beaucoup avec les personnes et ne pas imposer des soins. Parlons aussi, vous l'avez évoqué, du nombre de visites. Dans le service où j'étais, on avait compté, il y avait à peu près 23 entrées de soignants par jour dans la chambre du malade. Donc on peut vraiment être jamais tranquille dans une chambre à l'hôpital, mais même à domicile. Les horaires, c'est les soignants qui les choisissent, c'est pas vous. Et s'il faut venir vous faire votre toilette et vous mettre au lit, dans la tournée de l'infirmière, si elle doit passer à 5h30 parce qu'elle en a d'autres à faire, vous serez au lit à 5h30, vous choisirez plus rien. Donc, je noircis bien sûr. Hein. Mais bref, en fin de sa vie, comment choisir sa vie? Comment choisir de mal se tenir? Comment continuer à fumer, boire de l'alcool, manger n'importe quoi, se coucher tard, ne pas se laver? Quand les gens arrivent à l'hôpital, mais ils sont fous là-dedans. Ils me lavent des pieds à la tête 2 fois par jour. Hein, alors que les gens, j'en connais, qui se lavent 1 fois par semaine et encore. Bref. Comment faire du jardin? Une personne que je soignais qui était en aplasie et qui était dans son jardin tous les jours. L'hématologue qui apprenait ça en disant mais avec ces leucocytes dans les chaussettes, elle va se faire une septicémie. Et le malade disait je vous emmerde, j'ai envie d'être dans mon jardin. Vous voyez, je veux dire, c'est vraiment très très compliqué dans cette fin de vie de pouvoir être décideur de sa fin de vie. Je dis ça aussi, j'ai eu affaire à des personnes qui se droguaient. Alors qu'ils ont affaire à des soignants spécialistes de la fin de vie qui manient la morphine tous les jours, sans aucune émotion, qui donnent des doses de morphine colossales. Et si quelqu'un dit « je voudrais bien un petit shoot de morphine », ça devient une émeute entre soignants. C'est quelque chose qui est intolérable. Hein. Voilà. Donc là-dedans, comment avoir du plaisir, comment avoir une sexualité? Je voudrais vous raconter l'histoire d'une veuve de colonel que je soignais pour un cancer de l'estomac. Et cette femme-là, elle a vu une vie, c'est une sainte femme, elle avait été toute sa vie carrée comme une veuve de colonel et était veuve. Et découvrant ce cancer de l'estomac, elle avait dit je veux profiter de la vie et son grand souhait était d'aller faire le tour des restaurants étoilés de la région. Donc elle allait avec une amie dans des restaurants étoilés, elle faisait un gueuleton auquel elle ne touchait pratiquement pas, elle dégueulait pendant 2 jours, elle était malade comme un chien. Mais le 3e jour, elle repartait, voilà, et c'était pour les soignants qui la regardaient faire une culpabilité absolument extraordinaire. Effectivement, elle se faisait du mal, mais elle était vivante parce qu'elle allait dans les restaurants. Alors dans tout ça, la place de la sexualité. Je reprends aussi ce qui a déjà été dit. Je vous donne une définition de la sexualité, moi, que j'ai pris dans le Larousse. C'est la prise en charge de l'ensemble des diverses modalités de la satisfaction sexuelle. Donc on est bien plus large que les simples rapports sexuels. La sexualité, c'est la sensualité, c'est la relation à l'autre. Donc je ne vais pas vous parler uniquement des relations sexuelles. Hein.
Et puis la deuxième question, c'est la prise en charge de la sexualité fait-elle bien partie de la prise en charge des personnes en fin de vie? Est-ce qu'on est légitime aujourd'hui entre bénévoles de parler de sexualité en fin de vie? Les définitions les plus connues des soins palliatifs n'évoquent pas directement la sexualité. Je vous rappelle la définition de l'OMS. Les soins palliatifs intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients. Ils proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu'à la mort. Quant à la SFAP, elle dit « Les soins palliatifs prennent en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. Ils s'efforcent de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'au décès. » Meilleure qualité de vie possible. On ne parle pas directement de la sexualité. Alors je voudrais vous dire deux mots. D'abord, un propos d'Éric Fiat, le philosophe que vous avez peut-être déjà entendu, et qui parle d'une période de déchaînement libidinal dans le fin de la vie. Alors, pour parler en français, c'est vraiment une période où les gens peuvent vivre des fois en une semaine une vie beaucoup plus intense que les 10 années qui ont précédé. Moi, je me souviens, je me suis occupé d'un simplet dans mon village. Vous savez, on appelait ça des jardiniers de bonne sœur. Enfin, c'était un pauvre gars, un minable, et quand il avait bu, il crevait les pneus de voiture. Alors, dans ma commune, c'était un type qui n'était pas très apprécié, parce que quand il avait bu, il était capable de crever 20 pneus de voiture. Voilà. Et puis, il est venu dans le service, et puis, il s'est mis à nous parler de philosophie. Il citait Kierkegaard. C'était... voilà. Ce type, il était dans une espèce de réalisation extraordinaire de la fin de vie. On a vraiment des fois des gens qui viennent et qui veulent relier avec des amis, qui ont des vies vraiment très très riches. C'est vraiment une période vraiment d'hyper-émotivité. Et donc Éric Fiat dit que la sexualité est présente dans toute relation avec la personne en fin de vie. Je crois vraiment qu'il faut bien se convaincre la sexualité ou la sensualité, puisqu'on a dit la sexualité au sens large, est un élément important en phase terminale. Respecter et prendre en compte les besoins sexuels contribue au maintien de l'autonomie et à la dignité de la personne en fin de vie. Alors, oui, diapo suivante. Donc, deux thèmes que je vais essayer de développer avec vous. C'est le fait que le malade en fin de vie est une personne sexuée et que la relation entre le bénévole et la personne malade est une relation sexuée. J'espère vous choquer. Le malade en fin de vie, comme vous l'avez déjà dit, est une personne capable de séduction, qui peut poursuivre ou développer une relation amoureuse ou de séduction. Pour certains malades, le fait de pouvoir séduire est prouvé qu'on est vivant. Je séduis, donc je suis. Je me souviens d'une femme qui était atteinte d'un lymphome, c'est-à-dire une femme de 45 ans, une très belle femme d'un notable de la région, qui était toujours très belle avec des bijoux, qui n'avait pas d'altération de son image corporelle. Elle avait un lymphome au stade terminal. Et nous étions 3 hommes dans le service. Il y avait le psychologue, un bénévole et moi. Et j'ai constaté, à chaque fois que je rentrais dans sa chambre, elle avait les seins nus. Et j'ai pas gardé ça pour moi, j'en ai parlé dans le service. Et les 2 autres hommes avaient fait la même... voilà, cette femme-là avait besoin de se prouver qu'elle était capable de séduire. Voilà. Je vous rappelle ce film que vous avez sans doute vu, filmé à la maison de Gardanne, qui s'appelait C'est la vie, où Sandrine Bonner, qui est bénévole, développe une relation amoureuse avec Jacques Dutronc, qui est une personne en fin de vie. Voilà. Alors, la sexualité peut prendre d'autres aspects. On est toujours très très mal à l'aise quand on rentre dans une chambre et que une personne en fin de vie est dans une sexualité solitaire, soit lire des livres porno, soit se masturber, soit se toucher. C'est vraiment des grandes causes de malaise.
il peut y avoir tous les degrés d'une activité sexuelle partagée, mais qui peut être très très simple. Moi, je me souviens d'un ancien géo du Club Med qui était venu voilà, dans les lits dont je m'occupais, avec un cancer ORL, et qui avait une sonde nasogastrique. Alors vous savez, les sondes nasogastriques, c'est habituellement tenu sur le front par un énorme élastoplaste. Ça sent mauvais, c'est désagréable. On a retiré cette sonde nasogastrique et on a revu cet homme avec sa femme. Ils étaient à nouveau capables de s'embrasser et sa bouche ne sentait plus mauvais. Et donc, ils étaient vraiment dans un plaisir immense de pouvoir s'embrasser. Donc, je reviens pas sur tout ce que vous avez dit sur la sexualité en couple, mais vraiment, tout peut se voir en fin de vie. Hein. Et donc, la prise en charge globale du malade doit évoquer sa sexualité et prendre en compte ses besoins. Et il faut que cette information sur la sexualité soit partagée. C'est-à-dire que quand on est témoin, que soignant ou bénévole, quelqu'un vous met la main aux fesses, il ne faut pas lui dire t'es qu'un vieux libidineux cochon et s'en aller. Il faut le dire. C'est un acte important, comme vous l'avez très bien souligné tout à l'heure. Voilà. Et puis, deuxième chose, alors, le bénévole est lui aussi une personne sexuée. Et donc, la simple présence d'un bénévole auprès d'une personne en fin de vie a une composante affective et sexuée. Pourquoi ? D'abord, c'est que les bénévoles, au contraire des soignants qui, eux, ont une blouse blanche et sont dans une espèce de carapace, les bénévoles sont des vrais gens. Vous savez, vous le dites souvent, que vous êtes les représentants de la société civile, mais quand vous venez près des malades en fin de vie, vous êtes quelqu'un qui est arrivé et avec qui on va pouvoir parler d'autre chose de la maladie. On va être dans une vraie relation. Et vous l'avez sûrement remarqué, les gens sont extrêmement attentifs à vos tenues. Parce que c'est « Ah, vous n'êtes pas coiffé comme d'habitude aujourd'hui. Ah, vous êtes maquillé. Alors, vous m'avez dit hier que vous aviez vos petits-enfants qui venaient. Comment ça s'est passé ?» Les gens cherchent à rentrer dans des relations vraies avec vous. Vous venez du monde extérieur, la maladie de la personne n'est pas toute votre vie. Donc, vous êtes des vraies personnes et vous êtes des personnes avec qui on va pouvoir créer des liens comme si on oubliait la maladie. Et donc, très souvent, il y a des grandes possibilités de transfert entre le malade et vous. Hein ? Autre grand sujet pour les bénévoles, que faire avec le toucher ? Je participe dans un groupe de travail à la SFAP sur l'avenir du bénévolat d'accompagnement. Et un des sujets essentiels dont nous discutons, c'est qu'est-ce que le bénévole a le droit de faire ? Et on a quand même vécu pendant 15 ans avec ce postulat que le bénévole n'avait rien le droit de faire. Hein ? On était là uniquement pour parler, mais qu'on n'avait rien le droit de faire. Or, comment ? Oui, écouter, être là, on est comme des anges qui n'ont pas de sexe, on est là, personne n'a dit ça. Eh bien, je crois qu'il faut quand même essayer de dépasser ça et essayer, j'irai un petit peu plus loin que Mme Billon tout à l'heure, je veux dire, réfléchir à ce que c'est que toucher, non pas qu'il faut toucher tout le monde, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être touchés, mais si la personne veut être touchée, qu'est-ce qu'on peut faire de ce toucher ? Et se poser la question des limites de ce que l'on fait, jusqu'où on peut aller. Moi, au début des soins palliatifs, j'étais tout à fait choqué par des films qu'on voyait du docteur Abiven, qui a été le premier médecin à s'occuper d'unités de soins palliatifs en France. Et on le voyait souvent embrasser les malades. Et comme tout le monde, soignant, j'avais été élevé dans le fait qu'il faut être professionnel. Il faut laisser son affectivité quand on met sa blouse blanche et être dans une relation professionnelle. Et les bénévoles, j'ai assisté beaucoup de formations, on leur dit, il faut que vous soyez à distance. Mais parfois, vous pouvez donner beaucoup de bonheur, vous pouvez donner beaucoup de chaleur humaine, vous pouvez donner beaucoup de choses en tenant une main
en embrassant. Je crois que ce qui serait pas bien ou inconcevable, ça serait de faire ça sans réfléchir. Mais si on est dans une réflexion, si on est dans un vrai sujet, des simples de gestes d'humanité, vous pouvez transformer la vie des malades. Les personnes âgées, combien elles aiment qu'on les embrasse, qu'on les touche. Veuves depuis 35 ans, c'est la première fois qu'un garçon les embrasse. J'exagère, bien sûr, mais si vous saviez à quel point des personnes en fin de vie disent « le bénévole, il m'a pris dans les bras, il a eu un geste d'enveloppement ». Je crois qu'il faudrait vraiment réfléchir à ça. Comment accueillir des propos, des attitudes, des gestes à connotation sexuelle, vous en avez très bien parlé. Du simple compliment à des demandes clairement sexuelles, qu'est-ce qu'on en fait? Comment admettre qu'on soit ému par la personne? Moi, je vous l'avoue, j'ai été amoureux, le mot est fort, mais j'ai eu vraiment des élans pour des personnes qui étaient pourtant en fin de vie, qui étaient pourtant avec des altérations d'image corporelle, mais on rencontre vraiment souvent des belles personnes, on rencontre des gens qui nous touchent, et notre vécu s'enrichit des histoires qu'on traverse au cours des accompagnements. Qu'est-ce qu'on fait de ces émotions qu'on a là? Il faut qu'on en soit conscient. Donc, il faut ensuite essayer de se former à ces sujets, et c'est pour ça que je vous répète, moi je suis content de venir en parler avec vous, parce qu'il faut qu'on en parle plus souvent qu'on en parle. Et puis enfin, dans quel lieu on peut parler de ça? Je vous dis tout de suite, les soignants sont bien pires que les bénévoles. Pour les soignants, c'est quasi impossible d'aborder ces problèmes de sexualité. Je vous donne un tout petit exemple. Je travaillais dans une équipe de personnes qui étaient rompues à l'accompagnement de fin de vie. On se connaissait très bien, on était dans une grande liberté de parole. Un jour, il y a une personne de 75 ans qu'on a pris en charge et en allant faire mon examen de médecin, j'ai découvert qu'elle avait des sous-vêtements en imitation de peau de panthère. Ce qui, chez des femmes de 75 ans, n'est pas vraiment courant. Et je suis arrivé à la réunion d'équipe en disant « Vous avez vu, Madame Untel, elle a des sous-vêtements en peau de panthère ». Et toute l'équipe m'a dit « Ouais, et alors, elle a bien le droit, c'est bien normal, je vois pas ce que vous trouvez à redire, et puis d'abord, vous êtes qu'un vieux libidineux. » Et je veux dire, je ne disais rien d'autre qu'un fait factuel de dire qu'elle avait des sous-vêtements en peau de panthère, l'ouvrait un scandale. Les soignants, moi j'étais étudiant en médecine, les rapports au sexe, c'était les chansons de corps de garde, c'était envoyer faire des examens gynécologiques à des jeunes femmes. Les élèves infirmières, on les envoie la première fois faire des toilettes à des jeunes hommes. Et quand on revient, on en ricane, on en rigole. C'est un sujet qui est vraiment tabou. Et la plupart des soignants, vous disiez, dans une maison de retraite, si on voit monsieur Untel qui est en train de faire des papouilles avec madame du tout, souvent, ils se retrouvent devant chez le directeur où ils ont un blâme. Et pour les familles, je veux dire, les soignants sont encore plus bloqués que les bénévoles là-dessus. Donc, vous ne pouvez pas trop en parler aux soignants. Donc, il faut que vous vous trouviez des endroits pour en parler. Et je ne suis pas si sûr que les lieux de parole, dont j'ai entendu parler tout à l'heure, soient des lieux où on ose aborder ces sujets-là. Et donc, dernière diapo, voilà. Je voudrais vous donner quelques pistes de réflexion. La prise en charge de la sexualité de la personne en fin de vie, c'est une partie intégrante de l'accompagnement. Il faut être attentif à l'interférence possible. Vous voyez, je mets un terme très vague entre le bénévole et la personne en fin de vie. Il faut réfléchir à se former à ces problèmes et il faut partager ses émotions et trouver un soutien. Je vous remercie. Merci beaucoup.